Allez voir ce film. Absolument, allez voir ce film. Si vous aimez le cinéma, on peut dire qu'il existe encore d'une certaine façon. Vous savez, c'est drôle parce que je m'étais vraiment trompé complètement. Je me disais, il n'y aura pas de succès pour ce film, tout ça. La bande-annonce donne pas trop envie, le sujet n'intéresse plus trop. On est sorti de la guerre froide, tout ça n'a plus. Et ben je me trompais en fait. Je me trompais, je me disais que la Mission Impossible allait tout remporter et non. Alors pour 2 raisons, et la seconde raison aussi, c'est que je trouvais que la publicité n'a pas été excellente et qu'on n'avait pas trop entendu parler de ce film, alors qu'il y a des acteurs très connus. Et en fait, il y a eu une auto-promotion de cette publicité, pour les raisons qu'on connaît, dans l'opposition entre Barbie et Oppenheimer, et la rivalité de Nolan, Christopher Nolan, le réalisateur, qui a quitté justement la Warner, qui produit Barbie et donc qui a fait exprès, paraît-il, de sortir Barbie en même temps pour lui saper. Et en fait, ça lui a fait une publicité. Ce qui fait que, pour en finir avec ce sujet superficiel, qu'on a vraiment une opposition entre deux publics, l'un qui va voir Barbie, l'autre Oppenheimer. En sortant de la salle, j'ai vu des filles en rose. Ouais, voilà, c'était la même chose quand je suis allé voir Mission Impossible. Il y avait une attente monumentale avec des adolescentes, des petites filles, des plus grandes, des familles, toutes habillées en rose. Donc il y avait vraiment du monde pour ça. Et bon, et je termine avec cette introduction pour dire que, comme je le disais dans d'autres vidéos, comme je le présenterai, je le représenterai dans une sorte de thèse, il y a eu du monde pour Barbie. Pourquoi? Parce que c'est à l'image de la petite sirène, c'est ancré dans notre culture. Donc il y a déjà quelque chose, comme pour Tolkien, où il y a déjà le Seigneur des Anneaux et tout ça, mais c'est pas toujours garanti. Il n'empêche qu'il y a déjà une audience, on va dire, qui est préparée pour ça, parce que ça fait partie de la mythologie, la poupée Barbie, de son enfance. Voilà. Donc c'est un élément important, pas seulement pour l'audience, mais vraiment c'est un élément fondateur pour son imaginaire, etc. Bon, voilà, maintenant j'en ai fini avec ce truc-là. Mon imaginaire, lui, s'est forgé autrement. Il se trouve que euh, j'étais abonné au collège à Sensibly Junior et que ce qui m'a le plus fasciné, après m'être intéressé aux dinosaures à l'école primaire, et donc à connaître bien plus que tous ceux qui auront après des choses à dire avec la sortie de Jurassic Park en 93, alors que moi je connaissais déjà les dinosaures, eh bien j'avais déjà beaucoup à dire avant d'arriver au lycée, même après, parce qu'en fait on n'étudiera jamais ce que j'avais lu dans la vulgarisation dans Sensei Junior. Et donc c'est un sujet qui déjà me... Voilà, ensuite quelques reportages sur Arte, sur Einstein, qui est dans le film Oppenheimer en fait. Et, euh, et ce sujet en fait m'a... En fait ça fait partie, pour parler de choses personnelles, ça fait partie, ça fera partie de mes plus grands rêves de ne pas avoir euh, joué aux grands savants, grands physiciens, grands cosmologues, etc. Euh, alors que d'une certaine façon, sans le savoir, j'avais l'esprit à ça, au moins. Et voilà, mais on peut pas tout faire, et j'ai plutôt me suis consacré à la composition musicale classique, très sérieusement. Il y a une dimension qui est présente dans la recherche scientifique, qui est de cet ordre-là, et elle est confirmée dans le film. Malheureusement, moi, j'en ai pris conscience un peu tard, c'est-à-dire que par plusieurs fois, c'est assez drôle, c'est que Oppenheimer, donc, voilà, le personnage va voir Einstein et lui demande des conseils euh, par rapport à un calcul mathématique de prévision, et Einstein lui fait, vous savez, c'est pas mon fort, la mathématique. Et Oppenheimer l'admet lui-même, d'autres l'admettent, etc. Et en fait, c'est une chose que j'ai apprise plus tard. J'avais, enfin, bon, peu importe, mais je l'ai appris, je sais pas, à 20, 25 ans, tout ça. Et je me suis rendu compte tardivement qu'en fait, les grands scientifiques qu'on connaît, pas forcément Poincaré ni Maxwell et tout ça, mais évidemment pas les grands mathématiciens, mais avaient pas leur fort en mathématiques, ils ont dû être secondés. Et eux étaient plutôt dans une recherche conceptuelle d'un autre ordre. Et j'ai l'esprit plutôt à ce genre de choses. Alors je vous vois venir, mais ne réagissez pas comme mon père, si je puis dire. C'est-à-dire que, vous savez, quand je me suis, donc après le collège,
vers l'âge de 16-17 ans, j'ai lu cette vulgarisation par Einstein lui-même, la relativité. C'est aussi un souvenir assez délicat, c'est-à-dire que j'étais en vacances chez mes grands-parents, dans le jardin, je m'en souviens très bien. Et je lisais ça, et l'été, au soleil, cet été-là, il y avait un peu de soleil. Et je m'y attendais pas, mais j'ai eu les remontrances très sévères de mon père, c'était assez choquant. J'aurais peut-être mieux fait de lire Mickey. Euh, et ouais, à tel point que ma petite sœur s'est mise à pleurer. Moi, ça m'a secoué, mais j'avais déjà commencé à avoir un peu une certaine résistance. Et je demande à ma mère, je sais pourquoi elle pleure de ça, parce qu'elle m'a dit, ta sœur, ta petite sœur a vu que t'étais un peu retourné, donc ça l'a un peu gêné, tout ça. Et ces mêmes étés où la maison de mes grands-parents, une maison avéronaise, depuis très longtemps, dans la famille, et où quelquefois avec ma petite cousine, ma cousine m'invitait, et comme c'était attenant à des champs, enfin vraiment, le jardin, on pouvait y aller librement, pas de barbelés à cette époque. Et bien quelquefois le ciel étoilé. J'en ai quelques bons souvenirs, mais ça m'a jamais autant fasciné que la science elle-même. Et si quelquefois, surtout là depuis que je suis à la campagne, je reste fasciné devant l'immensité, ce qui nous réduit à peu de choses et en même temps ce qui nous appelle vers l'immensité. Euh, En dehors de la Voie lactée, qui est un amas d'étoiles, mais qui a quelque chose d'extraordinaire, de beau, le reste m'a jamais passionné. C'est une dispersion aléatoire des étoiles, et je n'ai jamais trouvé ça. L'observation des planètes, bien que la Lune, là, au retour était vraiment fascinante. Lune basse, jaune, extraordinaire, avec un sourire triste. Et tout ça était toujours. L'astronomie m'a jamais intéressé, c'est toujours moins intéressant que réaliser ce que signifie, dans des exemples variés, la relativité générale, par exemple. C'est drôle parce que j'avais pris des notes, et comme quoi je pouvais écrire bien quand j'ai écrit cette vulgarisation. Pas cette vulgarisation, non, j'ai juste pris note, j'ai recopié, j'ai fait une synthèse. Et je viens de retomber là-dessus. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Et c'était extraordinaire. Rien que le fait de se dire que la gravité, c'est une accélération, entre guillemets, enfin que c'est une idée commune, ça ouvre vers un univers qui est vraiment gigantesque, et c'est phénoménal. Enfin, justement, ça dépasse les phénomènes intuitifs. Et alors, pour revenir au film, hein, parce que là, je crois que j'ai déjà perdu les 5 personnes qui regardent cette vidéo, donc pour en venir au film, on sent qu'il y a une passion chez Christopher Nolan, qu'on voyait déjà dans Interstellar. Et il arrive à nous transmettre cette passion, et il nous tient du début à la fin, c'est extraordinaire. C'est vraiment un maître d'œuvre absolu. Là, on applaudit vraiment. C'est un film, contrairement à Interstellar, j'irai pas le revoir. Interstellar, je suis allé le revoir une semaine plus tard, aussi parce que c'était avec mon cousin qui aime bien le cinéma. Et mais c'est pas un film que je reverrai autant. J'ai vu par exemple Contact ou le premier Contact, je confonds tous les deux, mais les deux, je les ai revus plusieurs fois. Euh, et, euh, et en fait, Contact, on le revoit parce que ça donne vraiment envie. C'est un film des années 90, sauf la deuxième partie qui m'ennuie un peu, enfin la partie où c'est la lutte entre la science, la raison, et la superstition. Je trouve ça laborieux, ennuyeux, et je trouve on s'écarte du sujet, bien que c'est dans le livre original, et que ça a plu à certains, mais je trouvais que là on perdait beaucoup, alors que c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce film, c'est la première partie. Je trouve que c'est tellement enthousiasmant. On partage l'enthousiasme, cette vie consacrée à la science, enfin consacrée à l'espoir d'aller au-delà de la Voie lactée, on va dire. C'est absolument extraordinaire, et c'est trop rare, ces films. Et donc, comme je l'ai dit en intro, on peut avoir encore un cinéma comme ça, un cinéma qui nous, voilà. Et alors tout ça sans effet, parce que contrairement à Interstellar, il n'y a pas de distorsion de l'espace et du temps, et des choses. Voilà. C'est en fait
très, très abscons, très ingrats. Mais dans un premier lieu, je dirais que, pour entrer dans la matière de la critique, il arrive à compenser, si on veut le donner négativement. C'est-à-dire, il fait passer la pilule de ce qui pourrait être pire que la controverse Valladolid, hein, que j'ai adoré absolument aussi. Donc il y a une pièce de théâtre et tout ça, un film et ça. Et, et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de longues discussions, pas forcément de discussions scientifiques, il n'y en a pas tant que ça. Mais discussion d'organisation humaine, comment on va développer cette bombe atomique, s'organiser par rapport à est-ce que l'armée va nous laisser libre de, est-ce que nous allons nous entendre, est-ce que, etc., etc. Et en fait, c'est fait d'une main de maître. Alors, il compense en faisant un montage qui est aussi d'une main de maître, c'est-à-dire que tout est pressé. On est pressé, 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 il faut que ça se fasse, faut que ça se fasse. Et je dirais que, écoutez, c'est, pour le dire positivement, c'est une mise en abîme artistique de cette bombe atomique. On sent la chose qui est de plus en plus pressée, compressée pour exploser. La bombe atomique en elle-même, hein, que c'est vraiment ça, ils cherchent quelque chose. Et on retrouve dans le montage, l'histoire, la tension entre les personnages, on retrouve la tension intérieure de cet homme. On retrouve tout est pris en tension pour tendre tel un arc vers l'objectif de l'explosion atomique. Et c'est fait merveilleusement. Et cette mise en abîme, c'est-à-dire que la mise en scène qui illustre, peut-être c'est pas intentionnel, mais en tout cas qui illustre la précipitation parce que le nazisme, les nazis fabriquent leurs bombes, etc. Il faut qu'on aille plus vite que les nazis et les Russes. Il y a ça, et c'est une mise en abîme sur la tension de l'explosion elle-même. Et alors, puisque la bombe atomique, bien connaissant très peu, parce que comme l'astronomie ça ne m'a pas totalement intéressé, j'ai appris donc tardivement que la bombe atomique c'était pas une sorte d'explosion, il fallait un effet miroir intérieur, c'est quasiment pas expliqué dans le film, hein, mais un effet d'implosion, il en parle hein, dans le film, mais on va dire un effet de miroir intérieur pour qu'il y ait un emballement en chaîne. Voilà, il faut pas en fait que l'uranium soit exposé, mais qu'il y ait un pas un combustible en comburant ou je sais pas quoi, mais enfin une première réaction qui fait qu'il y a la deuxième réaction. Et c'était ça qui était difficile à trouver. Et alors, mise en abîme, c'est drôle parce que vous voyez que cette chaîne se veut aussi par rapport à la littérature, le principe de Jérôme Ferrari. Donc sur Heisenberg, on voit deux courtes apparitions. Et ce livre aussi de Jérôme Ferrari, une mise en abîme, puisqu'il a tenté de faire trois grands chapitres qui rejoignent la forme qui rejoint le fond. C'est-à-dire premier chapitre position, deuxième vitesse, troisième énergie, et quatrième temps. Donc il veut un petit peu que la forme du récit rejoigne le contenu de ses recherches scientifiques. Peut-être qu'il ne parvient pas entièrement, c'est un défi peut-être impossible, mais ça reste quand même très intéressant. Alors là, maintenant, pour le film Oppenheimer, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il a voulu réunir aussi soit tout le monde veut être de la partie, soit il a réuni tous les acteurs en vue, les meilleurs acteurs du moment. Pour tous les second petits rôles, il y a une petite star, ou quelqu'un, on s'est dit, mais on l'a déjà vu, lui, on l'a déjà vu dans... Et le truc, c'est que, contrairement à l'apparition de Matt Damon dans Interstellar, qui, parce que c'est une star, m'a un peu gêné, là, c'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que tout tend vers une œuvre commune. Il n'y a personne qui tire la couverture à lui, il n'y a personne qui fait de l'esbrouf, il n'y a personne qui... Et en fait, on est tellement pris par le temps, il y a cette dimension dans ce film, tellement pris par le temps que qu'on oublie, ah ouais, c'est telle star qu'on a vu dans tel film, on l'oublie complètement. La femme d'Oppenheimer, pareil, qui est cette actrice que j'adorais... Et alors, on est pris par le temps, et petite parenthèse, les acteurs ont vieilli. C'est Cillian Murphy, que j'ai redécouvert, alors que je le connaissais, dans Peaky Blinders. Il paraissait éternellement jeune, parce qu'en fait, il était très jeune, il était déjà très mature, très homme, alors que petit, gringalet, et avec un charisme déjà important. Et c'est drôle parce que la première fois qu'on en a parlé vaguement, je me disais, ah ouais, je le connais, c'était en Irlande, où une fille irlandaise m'a dit, tu sais, il a joué dans ce théâtre il n'y a pas longtemps, tout ça. Petit théâtre, il n'y en a pas beaucoup en Irlande.
Et alors que je crois qu'il a pas d'accent irlandais, c'est très curieux, mais il a dû quitter l'Irlande très tôt. Et contrairement à Liam Neeson qui lui a un accent très particulier, ou Sean Connery qui a un accent très particulier aussi, écossais et tout ça. Et il y a quelque chose dans... Et donc là, il a vieilli, ce qui est normal, hein, il est un peu plus âgé que moi. Et donc sa femme, j'ai oublié son nom, excusez-moi, alors que j'adore cette actrice aussi. Et on se dit, ah, le temps passe. Et alors, à la fin, parce que je vais dire ce qu'il y a dans ce film, hein, j'en parle à ceux qui l'ont déjà vu, enfin, de toute façon, vous verrez quand même. Et à la fin, il y a un dernier chapitre où on les voit vieillis eux-mêmes. C'est assez bien fait. Et on n'est pas gêné à se dire, oh, un effet numérique, oh, un effet de, comment dire, de plastique qui est un peu raté, etc. On est pris par l'histoire, on est tellement, en fait, on est tellement dans un rouleau compresseur aussi et un toboggan permanent que on adhère à tout, on croit à tout et on est dans cette suspension d'incrédulité dont tout le monde parle à chaque fois, qui fait que voilà. Alors que dans l'occurrence dans ce film, il n'y a quasi aucun effet spécial, tout est réaliste, tout est voilà. Il y a des effets de cinéma qui sont très intéressants, qui fait qu'on aussi on se dit ah on renoue au cinéma, c'est-à-dire qu'une façon de raconter différente. L'utilisation du noir et blanc, qui est, qui est bien, qui est intéressante, que je trouvais plus passionnante dans le film France de François Ozon, je crois. Et j'ai appris plus tard, non, c'est pas François Ozon, j'ai appris plus tard que c'était pour des raisons financières, alors que je le trouvais excellent. Ces deux parties, premier noir et blanc, deuxième en couleur, je trouvais que ça servait excellemment le discours. Ce qui fait que, comme l'échange mythique dans Indiana Jones et le Templier, où au lieu de faire un combat à main nue, il tire, c'était parce qu'en fait, Harrison Ford avait la chiasse, aussi simple que ça. Et donc, en fait, le manque de moyens dans certains films où on est obligé de, eh bien, il y a certains effets qui sont artistiques qui ressortent, alors que c'était pas l'intention première. Bon, là, c'était une intention du réalisateur. C'est intéressant, ça marche bien. Quand la matière bouillonne pour montrer plus tard qu'il y a en tension, on sent dès le début qu'on tend vers l'explosion, tout ça, et que il faut des cerveaux en ébullition permanente. Donc c'est la résonance entre les deux qui infuse dans le film. Tout ça nous donne à voir comme le film sur une des biographies du couturier, j'ai oublié son nom, de Lacroix, pardon. Ah merde, c'est bien ça. Et il y avait une version très réaliste et une version un peu par moments métaphorique. Et ça fait toujours, ouais, on fait des effets, nous, c'est un peu... Il y a un petit côté un peu fumeux le film sur la croix, et, mais qui nous dépayse, enfin, ça fait du bien. Donc je dirais, il y a eu ça dans Almodovar aussi, dans les films, je dirais que ces effets de cinéma d'auteur sont heureux, nous donnent à voir autre chose, il devrait y en avoir plus, mais je dirais qu'ils sont... Christopher Nolan ne prend pas le risque d'aller jusqu'à une dimension artistique. Non, on voit juste un décrépitement d'étincelles, bon, voilà. Et à un autre moment, les meubles en arrière-fond qui bougent et qui montrent le bouillonnement intérieur, ça c'est vraiment très bien, c'est très heureux. Mais au moment où ça arrive, on a la fin du film, et je trouve que là, ça fait beaucoup, parce qu'on a eu beaucoup, on en est vraiment secoué hein, dans le film rouleau compresseur. Et là, à ce moment-là, c'est aussi parce que c'est une accumulation. On se dit, bon, c'est bon, Christopher Nolan, c'est bon, on a compris, ouais, allez, tu veux montrer que toi, t'as fait une métaphore dans le film, etc. Ça devient un peu agaçant, c'est un peu trop, c'est un peu, regardez, 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 je vous montre, il y a un effet, etc. C'est comme dans certains films d'action où ils font des cuts, ils montent, ils font des effets spéciaux, des trucs, c'est un peu trop. Et donc, je ferai ce reproche à Christopher Nolan, et je ferai ce compliment également. Alors maintenant, il y a une autre chose, c'est le bouillonnement de la recherche scientifique. C'est passionnant. Pourquoi? Parce que nous, on arrive après. On fait ah ouais, ils ont inventé la bombe atomique. Ok. Oui, je suis au courant. Voilà, ça se termine avec ça, quoi. C'est comme ah ouais, Pierre-Marie Curie, d'accord. Ah, la relativité d'Einstein. Oui, non, mais ça, ils ont inventé ça. Ah ouais, ça, ouais, ouais, non, mais ils ont fait ça, ils ont inventé ça. Ah ouais, oh, il a consacré sa vie à. Il a consacré sa vie, Newton, il a fait ses recherches, etc., la gravités, tout ça, il a trouvé, ah ok. Là. Et puis,
On est là, bon, on est là, c'est un résultat, c'est gagné. OK, hop, c'est dans la poche, c'est gagné. Mais on se rend pas compte qu'en fait, c'est un truc bête, c'est que avant que ça soit il fallait le mettre en œuvre, le sortir. Et quand il y a pas la chose, je dis en tant que compositeur aussi, hein, on se rend pas compte, j'écris de la musique et je sais, comme là, vous êtes sceptique encore, mais et là encore, va falloir convaincre. Bah, au début, il y a rien, donc c'est difficile de n'en sortir. Et les quelques fois où j'ai eu un bouillonnement cérébral en me disant, «Là, je pourrais l'avoir», en ayant revu, hein, par exemple, Contact, en ayant vu, en sortant du film Contact, j'ai eu aussi une espèce de bouillonnement et je l'avais vu, avec une fille, il était minuit et après on est rentré tout ça à l'appart et pendant 1 heure et demie, je lui ai infligé un monologue pour lui expliquer en quoi les déplacements dans le temps étaient pas possibles et j'étais très content de moi parce que, j'avais tellement lâché l'affaire avec les sciences, je suivais plus rien, parce que j'étais aussi fainéant et que c'était juste par crise, on va dire, qu'en fait, ça s'est vérifié plus tard, en fait, plus tard, non, ça fait longtemps, mais que je l'ai relu, constaté plus tard, en fait, que les voyages dans le temps, c'est pas possible et cetera. Je lui disais: «Mais regarde pourquoi? Parce que ça, et cetera et en même temps, j'étais là et j'ai trouvé ça enfin bon, bref et en fait, on sent le bouillonnement intellectuel des scientifiques et on sent, leur, tension. En revanche, ce qui n'est pas donné et bon, c'est un choix artistique qui est compréhensible, c'est les longs moments d'incertitude ou les moments d'ennui où il y a rien, il se passe rien, on n'a rien trouvé, je dis ça comme si j'étais scientifique, excusez-moi, mais je parle en tant que compositeur, mais je parle aussi que bon, j'ai fait un tout petit peu d'histoire des sciences et bon, c'est beaucoup de tâtonnements, vous le savez vous-même probablement. Voilà. Donc là, on le sait, on l'apprend dans le film qu'ils n'ont pas trouvé tout de suite, ils savent pas faire, comment, tout ça. Mais le film, dans sa forme, est toujours dans l'urgence. Alors pourquoi? Et c'est aussi ça qui est extraordinaire dans ce film, c'est qu'il va télescoper 2 éléments, les éléments d'inscription politique, qui sont fidèles à ce que serait un du biopic, et c'est une sorte de biopic sur Oppenheimer. Donc l'inscription par rapport aux communistes, par rapport aux nazis évidemment, mais par rapport aux communistes et donc après le macartisme, voilà. Et justement dans sa troisième partie, qui est une sorte de long épilogue, on se dit: «Ah le film est fini, waouh c'est extraordinaire». Non, il y a une troisième et qui est encore aussi merveilleuse. C'est-à-dire ça donne il y a plusieurs plans et qui s'imbriquent parfaitement dans ce film parce qu'ils sont introduits dès le début, sans nuire, sans nous disperser et tout ça et qui font partie des doutes intérieurs de, je veux dire, penchants politiques de ce Oppenheimer, qui avait des penchants communistes, mais qui, ne voulait pas trop mêler la politique avec, enfin, qui avait cette discipline de ne pas mêler la politique avec ses recherches scientifiques et donc le troisième, l'épilogue, met en scène celui qui lui a mis le pied à l'étrier en l'invitant et cetera et qui a été jaloux d'eux et cetera et cetera et donc il y a en même temps une sorte de thriller ou au moins de petit polar, d'enquête et sans être introduit comme une enquête dès le départ et qui est comme une révélation à la fin et qui est extraordinaire. C'est vraiment il y a des coups de théâtre assez extraordinaires et et c'est un peu comme ces films mis en abîme, j'ai oublié ce film sur un merde, comment ça s'appelle? Birdman, c'est ça, qui est aussi assez extraordinaire. C'est vraiment un chef-d'œuvre, hem, mise en abîme de l'acteur dans le théâtre et en même temps de ses états d'âme et tout ça et cetera. C'est vraiment extraordinaire et donc ces films sont des films qui nous mettent en immersion. Je peux vous dire qu'à la fin, tout le monde il y a personne qui bougeait de sa chaise. Voilà. Maintenant pour la musique. Alors la musique, comme le montage, contribue fortement et comme le montage, c'est une infusion d'adrénaline. C'est-à-dire que, comme le montage, il y a une dimension, il nous secoue, il nous met dans le toboggan, c'est-à-dire qu'il nous fait des effets. Ça fait un effet de drogue, ça fait un effet de, voilà. C'est un effet pour l'effet et il prête flanc à la critique, voilà, et en même temps, il le fait très bien et donc pour la musique, elle est très bien faite. Alors moi qui suis compositeur de musique classique, je me suis dit: «Ouais, c'est une sorte d'Hans Zimmer, je suis pas sûr» et cetera. Donc c'est un Suédois qui a fait le truc et on est, heu, on est à 25 minutes de vidéo. Je suis même pas sûr qu'elle passera sur YouTube. Donc on est, c'est très bien fait, c'est très présent, c'est pas écrasant, sinon écrasant comme volontairement écrasant. C'est-à-dire que ça rajoute au côté, «Ah, on est là-dessus, on est ça». Donc ça ne nuit pas au discours, mais ça lui donne, encore plus, de l'excitant, quoi
Et c'est très varié de bout en bout. C'est pas répétitif, il y a des éléments, des motifs, c'est prenant, c'est varié dans les instruments. Il y a un mais énorme, c'est de toute façon, c'est l'époque, c'est que ça n'est jamais vraiment orchestré. C'est-à-dire qu'il y a quoi? Il y a un violon et un moins accompagné d'une basse, ou après c'est un instrument, un corps qui fait puis avec un fond, et cetera. Et donc bon, en fait, ça n'est pas du tout à la façon de John Williams qui savait orchestrer, c'est-à-dire, tu as tout l'orchestre qui joue et on sait comment faire que ce soit pas un capharnaüm, ou on sait comment faire à tel moment, c'est juste quelques musiciens. Mais on sait donner une dimension, 3 dimensions, 4 dimensions au discours musical. Il y a ça dans Beethoven, Gustav Mahler, Strauss, Debussy, Ravel et tout ça. Ils savent faire, et c'est vraiment faire d'une main de maître, hein. C'est vraiment, faut être un grand, enfin, faut maîtriser ça. Là, ils maîtrisent pas, hein. Ils ont, vous savez, depuis la génération de Zimmer, Hans Zimmer qui a 70 ans, hein, mais bon. Après John Williams qui en a 90, on est aujourd'hui dans l'époque du ouais, j'ai des idées, ça va faire ouais, au violon ça sonne bien, hop, et puis c'est tout quoi. Et puis en dessous, pom 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 pom. Mais il n'y a pas de pensée globale, orchestrale. Voilà, à la fin, très bon choix d'avoir mis de la musique répétitive type américaine, dans le moment où ils se préparent à faire exploser la bombe atomique. Et je sais pas si c'est volontaire ou pas, ça ressemble à la musique du John Adams, qui a écrit donc Nixon China, et donc par rapport à la politique, bon, c'est un peu dans le film Nixon, la bombe atomique, c'est El Niño, un opéra El Niño sur justement ces recherches, voilà. Et donc c'est très bien fait, cette musique répétitive et tout ça. Et quand il y a eu l'explosion, la tristesse de la maîtrise ou du déploiement de feu, je me demande si je pense que c'est volontaire. J'espère que c'est un détournement du requiem. Tadam, pum, tidam, pum, tadam, pum, tidam, pum, tidam, tadam, pa, didadadam. Excusez-moi, je chante faux, hein, je suis faux, mais bon. Euh, et donc là, c'est très bien fait parce que c'est très bien réécrit, on va dire, inspiré d'eux sans être une copie. Il y a de l'invention, il y a de l'idée. Et Maxwell l'avait fait, Maxwell, c'est ça? L'avait fait pour Shutter Island et tout ça. Bon, voilà, j'en ai beaucoup dit. Il y a, voilà, bon, allez, il faut mieux que je m'arrête parce que il y a quelque chose de wagnérien, en positif et négatif, c'est-à-dire qu'il nous tient sous sa coupe et on est embarqué, et c'est extraordinaire, et en même temps, il nous écrase et il nous a, comme disait Nietzsche, en fait, il a notre consentement, notre admiration parce qu'il nous a épuisés. Il y a un peu de ça. Il y avait ça dans le Loup de Wall Street, mais c'était très bavard, très excitant, et fatigant. Bon, c'est une main de maître aussi, mais c'est pas la même chose, pas la même fatigue. Là, on est pris. Et ouais, bon, allez. Il y aura encore des trucs à dire et on va arrêter là. Vraiment, n'hésitez pas à faire des commentaires, à faire quelques remarques. Je voudrais dire autre chose aussi, mais on est à 28 minutes. Je sais que ça irait mieux avec des extraits, des illustrations, des trucs et des machins. J'espère que ma passion est communicative. Et puis, à bientôt.